Bonsoir, les titres. Énorme déception pour le tennis français. La France éliminée par l'Inde en quart de finale de la Coupe Davis. Rodolphe Gilbert a craqué face à Krishnan dans les prolongations. Le Tour de France, victoire du Colombien Rincon à Andorre. Dans la terrible étape des Pyrénées, il y avait 10 cols. Indurain reste en jaune. La révision constitutionnelle adoptée, le Congrès réuni à Versailles a dit oui à une très large majorité. Les inondations dans le Middle West américain, 30 morts, c'est le dernier bilan. Le Mississippi vient tout de même d'amorcer une légère décrue. Un coup de poker donc ce matin pour Rodolphe Gilbert pour sa première sélection en Coupe Davis. Il avait encore quelques jeux à jouer pour tenter de qualifier la France pour la demi-finale de la Coupe Davis. Le match avait été interrompu hier par la nuit et ce matin, Rodolphe Gilbert a craqué. En fait, ce n'est pas vraiment de sa faute, plutôt de la faute de l'ensemble de l'équipe de France. Forger et Santoro étaient blessés. Le dos de Lecomte a craqué après 2 matchs et le numéro 1 français, Pioline, avait refusé de jouer. Bref, pour la France, c'est une terrible déroute. Laurent Frédéric Bollet, récit. Il y a 3 jours, personne ne pouvait raisonnablement croire à ce dénouement. L'Inde qui vient battre la France 3 victoires à 2 et le drapeau indien qui flotte sur Fréjus. Oui, les mousquetaires qui avaient remporté la Coupe Davis il y a 2 ans ont cette fois échoué et plutôt piteusement. Pourtant, sur le papier, il ne devait pas y avoir de problème. La France possède 6 joueurs dans les 100 premiers mondiaux, alors que le meilleur indien n'est que 208e, qui plus est, en Inde, on ne joue jamais sur terre battue. Le public avait répondu présent et soutenait son équipe. L'encadrement du groupe France était toujours aussi vivace. Et pourtant donc, midi 20 aujourd'hui, une balle de match, synonyme d'humiliation. La France qui, semble-t-il, a eu peur de gagner. J'ai pas eu le sentiment qu'ils ont eu, je dirais, un trac supplémentaire. Simplement, les autres ont très bien joué. Et c'est ça qui a, je dirais, accentué un petit peu cette impression que les gens ont pu avoir. Mais moi, c'est ce que je dis, ils se sont bagarrés, on a perdu. Les Indiens, bravo, bravo, vraiment bravo. 3 raisons peuvent expliquer cette défaite. D'abord, l'absence de Guy Forget, blessé, mais aussi la crise Pioline. Cédric Pioline, meilleur Français actuellement, mais non retenu pour incompatibilité d'humeur. Dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, c'est inacceptable et je veux dire, on ne le regrette pas du tout et on est bien l'équipe telle qu'elle est là maintenant. Des propos très durs, d'évidence le groupe France n'est plus aussi soudé qu'avant. Du coup, Butch et Gilbert, propulsés dans l'arène, ont joué la peur au ventre et ont succombé. Seul éclairci le double, mais là encore le rendement n'a pas été habituel et les Indiens ont montré une surprenante aptitude à se sublimer. Ainsi, c'est la 3e raison, le héros du week-end a bien été le jeune Paes, 20 ans, il a battu presque à lui tout seul la France. C'est donc l'Inde qui rencontrera l'Australie en demi-finale de la Coupe Davis. La Coupe Davis, une épreuve vraiment pas comme les autres, qui avait réservé à la France le meilleur et qui aujourd'hui lui offre le pire de son histoire. L'air des Pyrénées réussit à Miguel Indurain, c'est sans doute la proximité de l'Espagne qui lui fait cela, mais il a très bien contrôlé ses adversaires, en tout cas dans la 15e étape qui arrivait à Andorre. Seul le Colombien Rincon a pris le large et a remporté l'étape, une étape difficile qui a failli être fatale à l'Italien Colotti. Regardez, Christophe Duchiron. Il y a des dernières places qui rendent fou de bonheur. Jean-Claude Colotti, le Français, a galéré toute la journée sur son vélo et pour une poignée de secondes, juste avant l'arrivée hors délai, il a sauvé sa tête dans ce Tour de France. Tout donné, vraiment tout donné toute la journée. C'est vrai que Serge Beuchet m'y a fait croire jusqu'à la fin. Et vous savez, lâcher au bout de 60 km, c'est horrible. Horrible. Je crois que avec Sestriere l'année passée, j'ai vécu ma journée la plus terrible depuis que je fais du vélo. Il y a des étapes qui sont diaboliques. Chez les premiers à ce moment-là, 2 échappés, Rincon le Colombien et le diable en personne, très en colère. Calme, tranquille, dominateur, Miguel Indurain, on lui donnerait volontiers le bon Dieu, sans confession. Quelques kilomètres plus loin, le diable rejoint par le peloton maillot jaune, Trident en avant. Devant, Rincon, un peu inquiet, mais pas encore envoûté. Derrière, Delgado ne veut pas être baptisé. Après 7h20 et 19 secondes, Rincon au paradis, il signe la première victoire colombienne dans ce Tour de France 93. Derrière, on se bagarre pour une poignée de secondes, Rominger attaque. Ries essaye de suivre, mais Indurain contrôle. Rominger 2e dans cette étape des Pyrénées, Ries 3e. Indurain et son habit jaune de premier communion. A noter au classement de l'étape, belle tenue des Français, Jean-Philippe Dojeva très beau 7e et Virenque 11e. Au général, chez les premiers, les positions sont figées.
Pelotti qui a failli être éliminé, donc est français bien sûr, je le savais. Demain, journée de repos à Andorre. À cette occasion, Henri Sagnier sera en direct pour le journal de 13h de la Principauté avec de nombreux coureurs autour de lui. La politique, actualité politique sans surprise, mais avec faste. Le Congrès, députés et sénateurs ensemble, était réunis à Versailles par 833 voix contre 34 et 19 abstentions. La réforme de la Constitution a été adoptée. Il suffisait en fait de la majorité des 3/5. Seul événement politique notable, l'avertissement d'Édouard Balladur. Il ne souhaite pas une autre réforme de la Constitution. Nathalie Saint-Cric. Majorité écrasante pour une révision fort consensuelle. François Mitterrand l'avait voulu, Édouard Balladur l'a fait voter nouvelle et ex-majorité à l'unisson ou presque. Seuls les communistes orthodoxes y sont opposés. Désormais, le président de la République ne nommera plus les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Plus de haute cour, mais place à la Cour de justice de la République. Les particuliers pourront la saisir. C'est elle qui jugera les ministres ayant commis crime ou délit dans l'exercice de leurs fonctions. Son fonctionnement sera plus simple et surtout moins politique. Je comprends très bien que ce soit consensuel, car il s'agit en réalité des fondements mêmes de notre nation, des fondements mêmes de notre démocratie. Et même si le texte n'est pas tout à fait celui que nous souhaiterions, il y a une avancée qui n'est pas négligeable. C'est la raison pour laquelle aucune difficulté à approuver ce texte qui nous est proposé aujourd'hui. Mais pour Édouard Balladur, une révision ça va, une autre dans la foulée ce serait un peu trop. François Mitterrand ou Philippe Séguin l'avaient envisagé, notamment pour renforcer les pouvoirs du Parlement. Le Premier ministre l'a poliment exclu. L'opportunité de proposer une nouvelle et prochaine réforme constitutionnelle un an avant l'élection présidentielle mérite quelques méditations. Nous aurions aimé que les autres propositions du président de la République soient elles aussi adoptées. Je veux dire en particulier celles qui visent à accroître les pouvoirs du Parlement et celles qui visent à donner aux citoyens des droits nouveaux. Les socialistes auraient aimé une autre révision. Quelques-uns d'ailleurs se sont abstenus aujourd'hui pour marquer leur colère. Philippe Séguin aurait souhaité aussi une autre réforme. Il devra s'en passer. Édouard Balladur aime bien Versailles, mais pas au point d'y retourner tous les ans. Première vraie divergence donc entre Édouard Balladur et François Mitterrand. Le 14 juillet dernier, le président de la République avait rappelé qu'il était très favorable à une autre réforme de la Constitution, notamment pour accroître les pouvoirs du Parlement. Vous l'avez entendu, Édouard Balladur, le Premier ministre, vient de répondre que ce n'est pas le moment. Arlette Chabot, commentaire. Édouard Balladur considère qu'il a rempli son devoir de cohabitation en matière de réforme institutionnelle en faisant adopter ces deux textes qui correspondaient à une attente de l'opinion après l'affaire du sang contaminé, assurent davantage d'indépendance à la justice et éviteront à M. Fabius et deux anciens ministres socialistes de comparaître devant la fameuse haute cour. Mais il n'ira pas plus loin. Les grandes réformes plus profondes souhaitées par François Mitterrand, qui permettraient un rééquilibrage des pouvoirs en faveur du Parlement, risqueraient en effet de déclencher un vrai débat au sein de la majorité et notamment au RPR, dont on connaît l'attachement à la Constitution du général de Gaulle. Et évidemment, Édouard Balladur veut éviter un tel débat, même s'il fait un peu de peine à Philippe Séguin. De son côté, François Mitterrand ne réalisera pas l'une de ses grandes ambitions, modifier la Constitution de 58, dont il a été l'un des grands opposants. Mais le chef de l'État sait bien que pour réformer la Constitution, il faut un consensus. Il avait échoué en 84 et pour l'instant, le consensus s'arrête à ce qui a été voté aujourd'hui. C'était la 5e fois seulement dans toute la 5e République que le Congrès se réunissait à Versailles. Solennité, un petit peu d'émotion et beaucoup de pluie. Thierry, Dominique Alizé, ambiance. La vraie machine parlementaire, la voilà. Les sceaux de la République, garantie du changement officiel de la Constitution, acte historique lors d'une journée peu commune chez Louis XIV. Il n'y a que Ségolène qui est à l'aise ici. Au château royal, garde républicain crispé et 896 parlementaires détendus, excepté ceux qui vivent un congrès pour la première fois. Un certain vertige. Quand vous rentrez dans la salle du congrès, quand vous regardez les peintures, les tableaux, le vertige de l'histoire. Roi de Versailles aujourd'hui, Philippe Séguin. Balade au jardin, les journalistes suivent. Va-t-il réagir au discours d'Édouard Balladur prévoyant de renvoyer à plus tard le deuxième volet de réforme constitutionnelle? Réponse en forme de pied de nez. Quand je suis au fauteuil, je n'entends rien. Ce n'est pas au château du Roi que les stars de la République montreront leurs petites divergences politiques. Tous, connus ou inconnus, étaient là pour accomplir un acte exceptionnel. Et curieusement, cela avait parfois un petit air de vacances. C'est quand même sérieux, hein.
Mais comme ça se situe, comme ça se situe au moment des vacances et que ça nous a obligés à raccourcir nos vacances, ben, il faut que nous nous considérions en vacances. Obsession du parlementaire pendant cette journée, participer à l'histoire, mais avant, se rendre à la poste. À jour historique, timbre et tampon inoubliable. Pour envoyer un souvenir à mes électeurs, voilà. De tous côtés et de tous bords, on a collé et recollé. Visite à la boutique de Pins avant le départ, fin d'une journée extraordinaire qui n'en avait pas toujours l'air, et photo souvenir pour tous. Et on passe en tête de ce soir, on est devant. À la prison de Luynes, 6 détenus se sont évadés ce matin, 3 ont réussi, 3 ont été repris. La maison d'arrêt de Luynes, entre Marseille et Aix, est pourtant une prison avec moyenne surveillance particulièrement moderne. Patrice Velay, Dominique Bonnet. Le grand saut pour se faire la belle. Ce matin, 9 h, 6 hommes profitent de travaux dans la prison. 2 grillages et un mur séparent la cour de promenade de la Liberté. Une échelle oubliée leur facilitera la vie. Un surveillant tire, après sommation, sans succès. 3 hommes seront repris immédiatement, blessés dans leur chute. Pour les autres, la fuite continue. Les détenus étaient probablement attendus, on ne peut pas certifier que c'était vrai, mais il y avait quand même 2 véhicules à l'extérieur, ils sont rentrés à l'intérieur pour pouvoir partir. Donc on pense qu'il y a eu une complicité extérieure. Luynes, une prison moderne du plan Chalandon, inaugurée en 90. Alarmes et caméras, une surveillance de tous les instants grâce à l'informatique. Cette évasion spectaculaire pointe pourtant les limites du modèle. Depuis 3 ans, le personnel est formé, le personnel a très bien réagi, mais il manque du personnel, c'est-à-dire que 2 miradors pour 13 hectares, alors qu'il faudrait 4 miradors. On a fait des prisons chic et pas chères, style foire-fouille, on a fait des prisons, on a fait des économies de bout de chandelle, et maintenant on paie le résultat. Très vite, le plan épervier a été déclenché. Surveillance des forêts alentours, quadrillage des routes et chemins de la région. Sans succès pour l'instant, mais les 3 évadés pourraient ne pas être bien loin. Ils auraient été vus cet après-midi à proximité de la prison, l'un d'entre eux soutenu par les 2 autres. L'affaire OM Valenciennes, suite, journée d'attente, c'est mercredi la grande confrontation entre présumés corrompus et présumés corrupteurs. Le palais de justice de Valenciennes était donc calme aujourd'hui. L'heure était plutôt à la consultation des dossiers. Anne Mourgue, Jean-Claude Elfassi. Posé sur la table d'un bistrot, ce dossier ultra confidentiel, le travail du juge Béfi. Tout sur l'instruction de l'affaire OM Valenciennes. C'est ce dossier que les avocats ont consulté une nouvelle fois au palais de justice, pris connaissance des dernières pièces en vue de la confrontation. Un dossier remis ce matin à Jacques Glassman, après que le juge ait accepté sa constitution de partie civile. C'est lui le premier qui a dénoncé l'affaire. Le joueur valenciennois attend les aveux de Jean-Pierre Bernès. Ça avait été assez pénible, les 6 heures avec Jean-Jacques Edly qui niait, et il risque de se repasser un peu la même chose. On verra, j'espère que tout sera fait comme il faut et puis que la vérité sortira, c'est tout. L'avocat du Valenciennois Christophe Robert est lui aussi venu fourbir ses armes à la sortie propos sibyllins. Les déclarations de M. Bernès lors de cette confrontation, ça peut être 0, ça peut être l'infini, on ne peut pas bien se situer à l'heure actuelle. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, l'avocat de Jean-Pierre Bernès se montre lui aussi plutôt discret. On n'a que trop parlé dans cette affaire, attendons effectivement d'avoir des choses à dire pour nous exprimer. Pour le moment, nous sommes en position d'attente, c'est tout. À 2 jours de la confrontation, le silence l'emporte sur les grandes déclarations. Ceci encore à propos de l'affaire HB cette fois. Le preneur d'otages de Neuilly, Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, a décidé de porter plainte pour diffamation contre le journal Justice, le journal du syndicat de la magistrature. Et le ministre de l'Intérieur poursuivra, a-t-il dit, les organes de presse qui se font l'écho d'allégations diffamatoires sur cette affaire, notamment celles provenant de la famille d'Éric Schmitt. Les inondations aux États-Unis avec un premier espoir depuis plusieurs semaines. Le Mississippi a en effet amorcé une très légère décrue ce lundi. Les pluies semblent moins violentes. Le dernier bilan est très lourd, il y a au moins 30 morts. Anne Poncinet. Jour après jour, les habitants du Middle West ont construit des digues de sacs. Parfois ça marche, mais souvent le Mississippi n'éprouve aucune difficulté à enjamber ses barrages du haut de ses 14 mètres de crue, probablement un record. Et ce sont près de 10 États qui, depuis 1 mois et demi, sont victimes de terribles inondations. Les infrastructures routières ne sont pas seulement envahies par les flots, elles sont à certains endroits complètement détruites. Les secours doivent donc s'organiser par d'autres voies de communication. Évacuation par petits avions et évidemment navigation. C'est en barque équipée de gilets de sauvetage que cette famille va récupérer ce qui peut l'être dans sa maison qu'on croirait devenue flottante.
Ce week-end encore, l'eau a monté et le bilan s'est alourdi. Un jeune garçon de 12 ans est mort, emporté par une crue soudaine dans le Wisconsin. À ce jour, 30 personnes ont péri dans ces inondations et 22 000 maisons sont endommagées. Ici à Des Moines, dans l'Iowa, le service d'eau potable ne sera rétabli que demain. Mais enfin, aujourd'hui, une bonne nouvelle est arrivée, en plus du sauvetage de ce chat. Le Mississippi aurait commencé ce matin une légère décrue et il n'a pas plu. En Bosnie, terrible bataille autour de Sarajevo. Les musulmans apparaissent en mauvaise posture sur les monts Igman. C'est inquiétant car c'est un point stratégique pour eux, c'est tout le ravitaillement qui est en cause. Par ailleurs, la position du président Izetbegovic apparaît elle aussi de plus en plus fragile. Le président bosniaque a aussi annoncé qu'il n'irait pas à la conférence de Genève. La bataille pour les monts Igman, Laurent Boussier, Bruno Giraudon, reportage. C'est peut-être là-bas dans ces montagnes que se joue le sort de Sarajevo. Les monts Igman, situés à 6 km de la ville, attaqués depuis 48 heures par l'artillerie serbe et défendus par 3 brigades bosniaques. Jusqu'à aujourd'hui, les routes traversant ces montagnes étaient les seules voies d'approvisionnement en armes et en munitions de la capitale bosniaque. Si les Serbes, qui ce matin affirmaient avoir pris un de ces sommets, poursuivaient leur offensive, Sarajevo, privé de tout approvisionnement militaire, serait assez vite dans une situation critique. C'est un souci de plus pour Alija Izetbegovic qui réunissait il y a 2 jours les membres de son gouvernement et les leaders de l'opposition démocratique. Réunion inhabituelle, le président bosniaque cherchant des alliés chez ses adversaires politiques. Le président a donc ce pouvoir incontesté auprès de l'armée. Il est très difficile par contre de vérifier son vrai pouvoir, l'impact qu'il a au point de vue politique. Si la fiction d'un État multiethnique demeure, on assiste un peu partout à la montée en puissance des intégristes, adeptes eux d'un État exclusivement musulman. Et puis, économiquement, la situation se dégrade. Privé d'eau, soumis aux raquettes du marché noir, ne survivant que grâce à l'aide humanitaire, harcelé en permanence par les obus ou les snipers serbes, la population de Sarajevo est à bout. Je pense que la majorité des habitants sont favorables à la ligne suivie par Izetbegovic, mais il y a aussi des gens qui pensent le contraire. Pourtant, Alija Izetbegovic n'est pas prêt à abandonner le pouvoir. D'abord parce qu'il n'y a personne, ni dans son gouvernement, ni dans l'opposition capable de prendre sa place. Ensuite parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse, l'argent donné par les pays islamiques. Et voici encore un exemple du dénuement de certaines villes de Bosnie. À l'ouest de Sarajevo, à Fojnica, 2 établissements médicaux pour malades mentaux ont été abandonnés et les malades livrés complètement à eux-mêmes. Gilles Rabine. C'est l'image qu'on voudrait ne pas voir, c'est l'image qu'il faut pourtant regarder. Il n'a pas mangé depuis presque 3 jours, comme les 230 pensionnaires de cet asile de fous, coincés depuis plusieurs semaines sur une ligne de combat entre Croates et musulmans près de Vojnica en Bosnie. Les casques bleus canadiens de la Fort Pronu croyaient avoir tout vu de cette sale guerre de Bosnie. Ils les ont découverts par hasard en patrouillant dans une ville désertée, quasiment sans nourriture ni eau depuis jeudi dernier, sans soins non plus. Médecins et infirmières ont fui les combats. Déjà en temps de paix, on les enferme et on les oublie. Le plus dur pour les casques bleus, c'est qu'à cause des bombardements, ils ont dû repartir en les laissant là. L'Italie et le souvenir. C'était aujourd'hui le premier anniversaire de la mort du juge Borsellino. L'Italie a commémoré ce drame, un assassinat signé par la mafia, vous le savez, qui avait provoqué la colère de toute la péninsule italienne. Malgré les arrestations, la mafia sévit toujours. Gérard Beaufils à Rome. Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, 2 amis d'enfance, 2 magistrats assassinés par la mafia. Le même destin pour ceux qui avaient voulu lutter contre le banditisme, la corruption du monde politique et la passivité de la population. Hier, en Sicile, par sursaut d'orgueil national, on a voulu honorer leur mémoire, mais si la loi a été renforcée, si des chefs mafieux ont été arrêtés et des politiciens incriminés de collusion, rien n'a vraiment changé dans ce pays depuis 1 an. Quand je vois cela, ça ne me fait rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. Ici, la mafia donne du travail, c'est un bénéfice pour le pays, la ville, pour tout le monde. Retraite au flambeau, défilé dans les rues de Palerme, quelles que soient les démonstrations ou les protestations, la mafia n'en a cure. D'ailleurs,
Elle l'a prouvé en s'attaquant au patrimoine culturel des Italiens, à leur sensibilité artistique, en plaçant une bombe meurtrière près de la Galerie des Offices à Florence. Depuis, elle a fait pire. Une voiture piégée en plein centre de Rome, près du Parlement, a été neutralisée d'extrême justesse. Comme l'affirme aujourd'hui Maria Falcone, la sœur du juge assassiné, les guépards ne sont pas en voie d'extinction. Dans l'ex-URSS, la liste des incidents nucléaires s'allonge. Dernière en date, une fuite radioactive à Tcheliabinsk, dans l'Oural. C'est l'une des villes nucléaires secrètes de l'ex-Union soviétique. Personne n'aurait été irradié, mais la multiplication de ces incidents inquiète effectivement. Il faut bien dire que toute la science soviétique est dans un état de déliquescence avancée. Les scientifiques sont désemparés, même la recherche n'a plus les moyens. Marcel Tria et Jean-François Bernigaud se sont rendus dans l'un des hauts lieux de la recherche de Moscou, des illusions. L'un des plus beaux fleurons de l'héritage laissé à la Russie par la science soviétique. L'équipe de spécialistes du laser de Sergueï Savinov à l'Institut de physique de l'Académie des sciences de Russie travaille sur un programme destiné à faire de l'hydrogène le combustible écologique de l'avenir. Un travail à long terme, un équipement évalué à plus de 10 millions de francs. Le malheur, justement, c'est que si quelque chose tombe en panne, c'est un gros problème pour réparer. S'il faut acheter une pièce de rechange, pratiquement, on n'a aucun moyen. Alors ils se débrouillent avec les moyens du bord et peu à peu tout se dégrade autour d'eux. Avec des salaires de 80 à 300 francs par mois, les labos parviennent difficilement à retenir leurs chercheurs. La plupart s'en tirent avec des petits boulots au noir, certains se reconvertissent dans le business. Et les meilleurs résistent de plus en plus mollement aux propositions alléchantes des Américains ou des Coréens du Nord. Leur institut a pourtant donné à l'Union soviétique 5 de ses 8 prix Nobel de physique. Et leur héros à tous s'appelle Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975. Quand il fut exilé à Gorky par Brejnev, aucun n'a accepté de le désavouer. Mais la Russie démocratique dont il rêvait avec lui dans le petit bureau qu'ils ont pieusement conservé ne ressemblait guère à la réalité d'aujourd'hui. Il fallait changer, c'était nécessaire. Mais une chose est le changement, une autre la casse. La cantine de l'Institut n'a pas résisté, elle non plus, à la faillite générale et chaque jour, ils font 2 kilomètres pour aller déjeuner dans l'ancienne cantine des pionniers. Au milieu des gamins du quartier, ils se souviennent de leurs illusions de jeunesse. À l'époque, nos salaires n'étaient pas excessivement élevés. Mais nous sentions, du côté de la société, un grand respect pour ce que nous faisions. Mais aujourd'hui, le prestige de la science, ça ne les branche plus vraiment, les jeunes de la Russie nouvelle. Quelle science? La physique, par exemple. Il en faut. Ça te plairait d'en faire? Non, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que tu veux devenir? Sportif. Sur le chemin du retour, Sergueï et ses copains longent ces kiosques où l'on gagne 10 fois plus qu'eux en vendant des banylons et du faux parfum français, tout en engraissant la mafia des racketteurs. Tout autre chose maintenant avec ce reportage qui va nous donner une grande bouffée d'air marin et une grande envie de vacances, même si le temps n'est pas au beau fixe. Savez-vous où l'on peut encore battre légalement sa femme à condition de ne pas lui abîmer les yeux? Ce n'est pas loin d'ici, c'est le dernier état féodal en Europe. Il s'appelle l'île de Sark, au milieu des îles anglo-normandes, près de Guernesey. C'est juste là. Voilà. Caroline Laudrin, Jean-Jacques Le Garec, Évasion. Avant même d'avoir foulé le sol de l'île de Sark, vous succomberez au charme de ces falaises et de ces petites criques. Pour vous accueillir au port, les fermiers et leurs tracteurs. Aucune voiture ne circule sur l'île, il vous faut donc monter à pied ou bien alors vous asseoir entre 2 valises. La machine à remonter le temps est en marche. Sark est un état féodal dirigé par un seigneur. Bien qu'il ait perdu beaucoup de ses privilèges, aujourd'hui encore, aucun terrain de l'île ne peut être vendu sans sa permission. Je détiens cette île de la reine et je dois m'assurer que tout marche bien. Quels sont vos devoirs? Je dois désigner tous les responsables de l'île. Et en fait, ça se résume à cela. Au début du Moyen-Âge, Sark faisait partie du duché de Normandie. Aujourd'hui encore, sont utilisés les termes de sénéchal, connétable ou prévôt. L'école représente le seul bâtiment public de l'île.
La plupart du temps, c'est la salle de classe. Mais 3 fois par an, elle est utilisée pour les réunions du Parlement. Et ces jours-là, les enfants sont en vacances. Nous sommes plus démocrates que les Anglais et les Américains, parce que nous avons un représentant au Parlement pour 50 habitants. Est-ce que les Anglais ont ça? Sans pour autant leur envier leur régime féodal, les visiteurs apprécient la sagesse des Sarkais. Une île où les chevaux sont rois, une vie dont les maîtres mots sont charité et solidarité. Ils sont très accueillants, ils font beaucoup de choses pour les touristes. Et puis ils s'entraident entre eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, ils s'occupent de tout. Et là, j'ai trouvé le bonheur, c'est formidable. Si l'on vous offre un bouquet de fleurs à votre départ, surtout, jetez-le dans la mer. Dans le langage de Sark, cela signifie que vous reviendrez bientôt. Les collections d'hiver haute couture, l'avenue Montaigne à côté de France 2 est en effervescence en ce moment. Marie-Josée Le Picard et André Sora présentent ce soir les couturiers Philippe Venet et Christian Dior. Ce n'est pas la grande arène des salles de défilé, c'est l'intimité stricte et un peu froide d'un salon de haute couture où une cliente vient choisir pour elle une nouvelle robe. Et les robes de Philippe Venet, toutes de technique et de prouesse invisibles, gagnent à être admirées de près. Robes sans couture, drapées en biais, assez d'ampleur pour la souplesse, pas assez pour encombrer la silhouette. Mais quand toutes les maisons de couture recherchent tant les applaudissements médiatiques, pourquoi Philippe Venet y renonce-t-il si délibérément? Une partie des clientes me donne carte blanche et on fait ce que je veux, donc pas besoin de faire une collection aussi importante. D'autre part, je dois m'occuper sérieusement des licences que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, donc ça prend plus de temps et une des raisons pour laquelle la collection est moins importante. Et peut-être en effet quand Philippe Venet devra vendre sa griffe sur des bagages, des souliers, des parfums, devra-t-il montrer une grande collection de haute couture. Pour la maison Dior, au contraire, la collection se présente obligatoirement à grand spectacle. En temps de crise, la haute couture se vend toujours fastueuse, au-dessus des restrictions de budget. Elle n'est pas faite pour des femmes qui se préoccupent de budget. La haute couture sont toujours des pièces uniques pour des nécessités presque uniques des femmes. Alors, on n'épargne ni les cachemires, ni les soies, ni les fourrures. On montre des vêtements à belles silhouettes qui évoquent les fastes vénitiens, le banquet de Cana peint par Véronèse. Les invités au spectacle s'éblouissent de tant d'or. Le nom de Christian Dior aux 4 coins du monde renverra en écho au plaisir plus modeste d'un collant fantaisie ou d'un flacon d'eau de toilette. Chez Christian Dior, la collection de haute couture qui habille les dernières princesses pour leur mariage fait aussi rêver les amateurs de contes de fées. La page festival maintenant, on va d'abord en Avignon pour le triomphe de Philippe Cobert, cet ancien comédien du Théâtre du Soleil qui avait été notamment le Molière d'Ariane Nouchkine, s'est fait une spécialité d'être seul en scène. Cette fois-ci, en Avignon, il présente 11 spectacles différents de 3 heures chacun. Pascal Deschamps, Michel Levasseur, monologue. Une salle debout et qui ne veut pas partir après 3h30 de spectacle. Et c'est comme ça tous les soirs depuis 12 ans. En Avignon, comme partout où Cobert a traîné son monologue à plusieurs personnages, d'abord improvisé devant ses proches avant de devenir un triomphe. Oui, d'abord ils sont debout, bravo, peut-être parce que c'est bien aussi. Qu'à force quand même que je travaille, ça finit par être bien. Mais enfin, je dirais, vous voyez, je suis un tâcheron quand même. J'ai mis plus de 10 ans pour faire ça, hein. C'est beaucoup de travail. Hein. Je pense donc, quoi. Je me vois dans la glace, le petit yeux le blaire que ça me fait. Hier soir, Philippe Cobert donnait le 2e chapitre de son roman, Ariane ou l'âge d'or, où les premiers pas laborieux d'un apprenti comédien au Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine. Je suis bon, moi, tu le sais. Oui, ben, méfie-toi Bruno, parce qu'ici, tu sais, attends, c'est pas le conservatoire, ici c'est la remise en question. Chaque improvisation, tu peux être bon et tu peux être mauvais. Méfie-toi Bruno. Putain, mais comme il est devenu ce type. Cette espèce de petit khmer rouge, là. Je suis pas Bruno, chaque improvisation, peut être bonne, peut être mauvaise, mais ça, il est devenu ce type. Bon, s'il vous plaît, on y va, là. Putain, j'ai fait. Bon, alors là, j'aimerais que tout le monde regarde ça, plof, 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 parce que là, voilà. Ça, c'est l'Odéon, ça, c'est le système, ça, c'est le conservatoire. Je suis le seigneur Pantalone, et je suis sur la place de Naples, j'ai perdu mon copain Harlequin. Ah, je me fais des soucis. Tu n'es pas l'Harlequin. Allez, oh.
Ah non, ça c'est extraordinaire. Ah non. Ça, regardez-le parce que ça, vous ne le verrez plus jamais. On a vu un spectacle avec 100 personnes et il était tout seul. Vous l'aviez déjà vu ou c'est une découverte là? Non, ça fait plein de fois qu'on le voit, on est des fans. On est venu, Vous êtes accro? On est venu que pour lui. Que pour lui? Accro depuis 12 ans. Et vous reviendrez demain? Oui, bien sûr. Aujourd'hui plus épais qu'un annuaire, le roman d'un acteur est devenu un best-seller. Et même si Philippe Cobert a décidé d'écrire le mot fin, après ces 11 épisodes, des centaines de milliers de fidèles attendent déjà la suite. Direction Orange maintenant pour le début des Chorégies, un opéra populaire s'il en est devant le Grand Mur, La Traviata de Verdi. Georges Bégou, ouverture. Sous la baguette romantique de Michel Plasson, Verdi est à la fête. Dans une distribution excellente, la jeune chanteuse américaine Kathleen Cassello est une traviata de haute volée. Depuis plus d'un siècle, les meilleurs artistes internationaux ont été inspirés par la majesté des lieux. Vous savez que ce mur merveilleux a donné son âme à la musique, vraiment. Et avec son âme, il a donné un son et un sens à la musique. C'est un des seuls endroits au monde, en plein air, où on peut faire la musique. Demain soir, France 3 et France Musique retransmettront simultanément cette production de la Traviata aux Chorégies d'Orange. Pour la fin de cette édition, la météo de Nathalie Riouet dans un instant, une météo plutôt automnale, on peut le dire, fraîcheur et pluie saupoudrée sur la France. Ensuite, votre feuilleton préféré de l'été, Le Château des Oliviers. Dernière édition du journal Isabelle Staès vers 23h30. Demain, les journaux de Télématin à partir de 7h. Et puis dans les 4 vérités à 7h50, Daniel Duigou recevra le docteur Marc Barry, le thème, le sida et les médecins généralistes. Bonne soirée sur France 2. À demain 20h.